Eh bien, bonjour à tous, bonjour Théo, bonjour Hamza, bonjour Mohamed. Nous allons recommencer alors l'interview de Mohamed à Maïra, dans la mesure où la dernière fois on a eu une coupure d'électricité qui n'était pas un délestage, mais qui était une coupure par les autorités marocaines pour que Mohamed ne continue pas de parler en direct sur les réseaux sociaux et dans le cadre de la semaine anticoloniale, puisqu'nous avions cette rencontre avec une Michel Abbé, une jeune femme du Cameroun, avec Elom Vin donc du Togo et Mohamed Maïra. Donc, Hamza et moi-même allons poursuivre cette interview avec Mohamed Maïra, qui est cette fois est à l'antenne et on espère bien le garder jusqu'au bout de l'émission. Voilà, je te passe la parole, Hamza. Oui, merci, merci Michel. En tout cas, c'est un plaisir de retrouver Mohamed, qui est un militant sahraoui qui se bat pour le respect des droits du peuple sahraoui et qui s'inscrit justement dans cette soirée thématique sur le rôle de la jeunesse dans les luttes contemporaines. Donc, on avait parlé du cas du Cameroun, du cas du Togo. Et il nous semble important de traiter du cas du Sahara occidental. On sait que la jeunesse est très engagée et très mobilisée. Et le cas de Mohamed est extrêmement intéressant. Je pense qu'on va peut-être d'abord te proposer peut-être de refaire peut-être un bref topo sur le Sahara occidental. Puis ensuite, on pourra peut-être passer la parole à Mohamed pour qu'il puisse intervenir pendant un petit quart d'heure, en sachant que la dernière fois, on avait déjà montré les photos qu'on avait un petit peu commentées. Et je pense que ce sera encore mieux si lui revient un peu justement sur tous ces éléments avec son propre regard. Disons que le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, recolonisée par son voisin du nord et du sud, mais celui du sud est resté très peu de temps. Maintenant, ça s'éternise avec la colonisation marocaine et les choses sont empirées depuis qu'il y a eu cette rupture du cessez-le-feu à l'automne dernier, avec cette rupture de cessez-le-feu qui a relancé le conflit armé. Et aujourd'hui, depuis qu'on s'est vu l'autre jour, on a eu beaucoup d'informations et de vidéos qui sont arrivées sur des exactions sur des militants. Aujourd'hui encore, Mohamed nous a envoyé en tant que journaliste une information qu'il y avait des militants défenseurs des droits de l'homme de Dakhla qui n'avaient pas pu aller visiter Sultana Raya, une militante qui est assiégée par la police depuis maintenant plusieurs semaines chez elle. Donc, les questions s'aggravent en ce moment pour les militants, pour Mohamed. Donc, peut-être il peut nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment depuis justement cette rupture de cessez-le-feu, comment les choses ont évolué sur la partie occupée par le Maroc du Sahara occidental. Mohamed, à toi. Merci à Hamzat et Michel, merci à vous tous. Voilà. En fait, je commence parce que même l'intifada sahraoui ou l'intifada de l'indépendance qui éclata en 2005 constitue comme soulèvement populaire non armé un précédent significatif. C'est seulement aujourd'hui que le peuple sahraoui démontre à la face du monde, s'y dirait, l'extraordinaire puissance morale et politique de l'action non violente de masse. Cette révolution populaire, cette intifada, cette contestation qui a évolué dans la forme de camp de musique, comme vous rappelez, en 2010, peut se décrire ainsi: mobilisation de masse, refus de l'emploi, de la violence, résistance non armée face à la répression et à la victoire. Mais l'exigence de la liberté, l'autodétermination, le droit à accéder à leurs richesses naturelles, que pourtant les jeunes sahraouis crient un processus visible contre cet ancien monde de violence. Je veux vous rappeler aussi que depuis l'attaque contre le camp de Gdémizik, les licenciés, diplômés sahraouis privés de travail. Par contre, le Maroc a envoyé des milliers de colonnes leur donnant toutes les possibilités et les moyens d'une belle vie ici au Sahara occidental. Alors c'est évidemment une stratégie
pour encourager la colonisation et vider le territoire et ses populations autochtones. Alors, c'est une crème de guerre, une crème contre l'humanité, quand nous parlons à la colonisation. Certes, cette contestation ou cette résistance ne peut pas être un long fleuve tranquille, parce que devant ces formes de violence, brutalité, atrocité, il y a une nouvelle génération qui n'accepte plus la misogynie, tel ce qui se passe avec Sultana Khaya aujourd'hui, qui a éveillé la conscience de la nation. Elle suscite l'obligation morale de toutes les Sahraouis, dans les territoires occupés, dans les camps de réfugiés, dans le diaspora, pour intervenir. Enfin. Mais la raison le plus importante est l'impératif moral consistant à ne pas laisser une génération entière souffrir à 50 ans plus. Alors, par la reprise du combat, et depuis le premier jour, le 14, donc si le feu vient de la violation marocaine, le 13, le 14 novembre 2020, des centaines de jeunes sahraouis, hommes et femmes, sont sortis au plein rue pour protester pacifiquement contre l'agression marocaine et pour demander aux Nations Unies d'intervenir pour protéger les civils sahraouis et pour rappeler cette organisation à ses responsabilités et ses engagements. Alors, la situation générale, c'est aujourd'hui, il y a déploiement des polices et les forces paramilitaires partout. En fait, le cas de Sultana Khaya, je l'appelais hier, je parlais avec elle, j'essayais de faire des interviews avec elle et avec sa famille. Il y a beaucoup aussi des journalistes espagnols, voilà, qui m'ont appelé pour faire des interviews avec elle. Ce que Sultana m'a expliqué que c'est pas un cas exceptionnel, mais il y a des centaines de Sahraouis qui souffrent le même de la brutalité d'un système ou d'un régime fasciste, d'un régime qui déteste les femmes, qui déteste les jeunes, voilà. Donc, c'est pas une situation, comme j'avais dit, isolée, mais il y a les Sahraouis partout dans le Sahara occidental souffrent de la même manière de la répression. Il faut peut-être préciser quand même pour les auditeurs, Sultana Khaya, peut-être tout à l'heure on pourra repasser le diaporama en entier, et dans le diaporama que j'avais préparé, il y avait cette petite vidéo où on voit Sultana qui brandit son drapeau à la fenêtre de sa maison, et elle crie des choses aux policiers qui sont en bas, et elle leur dit notamment, vous pouvez toujours, même vous pouvez casser la porte si vous voulez, je ne changerai pas, mon drapeau c'est mon honneur. Et on voit à côté une photo, quand elle était étudiante à Marrakech, où on lui a crevé l'œil droit avec une matraque. Et aujourd'hui, j'ai reçu, oui, il y a 2 jours, j'ai reçu une photo de Sultana qui s'était fait tabasser sur la tempe gauche, parce que la police lui a dit un jour, on t'a crevé l'œil droit, mais si tu veux, on peut aussi faire pareil à gauche. Donc c'est terrible de dire à une jeune femme, on va te crever les 2 yeux, quoi. Et donc oui, c'est… Oui, Michel, mais plus précisément, je veux dire aussi que le mec qui l'a attaqué, qui l'a jeté avec une pierre, avec une grande pierre, alors, c'est lui qui a été gradé, ça fait 1 mois. Donc, la sécurité nationale, donc, a leur donné un grade, parce qu'il a… supérieur. Oui, supérieur, parce qu'il c'est le responsable devant, depuis l'on met dans comme on dit, la garde en domicile. Alors, voilà, nous sommes avec une politique systématique, que ce sont des crimes étatiques, que le Maroc encourage les responsables et les officiers pour commettre d'autres crimes et pour intimider les citoyens sahraouis. Donc voilà, c'est automatiquement les analyses ou bien l'interprétation des Sahraouis ici, disons que
pourquoi le Maroc a ciblé par exemple le sultanat ou bien avec des autres? On parle aussi à un militant, à un jeune Sahraoui qui a mené un grève de la faim depuis plus de 34 jours. Je parle à Mohamed Lamine Haddi du groupe de Gdemizik. Et donc celui, il est emprisonné à un prison qui est très loin de Près chez, de Rabat, à côté de Rabat. à Kati de Rabat, à Tefelt 2. Donc, il souffre de la discrimination et aussi de la revanche. Parce que depuis la guerre, donc, il vit dans confinement. Il a été ciblé, les policiers crachent contre lui, il battu. Voilà, donc je parle aussi à la représailles systématique dans les prisons et les geôles. Il y a aussi des gens sahraouis qui ont été arrêtés. Je parle à Mohamed Nafi' Boutasoufra et son ami, son collègue qui s'appelle un jeune électricien qui s'appelle Bouhalla Ghali. Les deux jeunes, c'est une autre stratégie aussi de fabriquer des chefs d'accusation contre eux. Donc, par exemple, de fabriquer les charges contre eux. C'est-à-dire, ils l'accusent de la possession de la drogue. Même que tout le monde ici au Sahara occidental savent que Mohamed Nafi' et son ami et son collègue Ghali Bouhalla sont très connus parce qu'ils l'engagent avec la résistance depuis qu'ils ont été à l'école. Alors, vous parlez aussi crever l'autre œil de Sultana. Vous connaissez, Michel, que nous sommes devant, je n'arrive pas comment expliquer, mais je parle aussi que Sultana m'a expliqué hier qu'ils n'ont pas l'intention de crever l'autre œil, mais ils ont l'intention de la tuer. Donc, oui, c'est une tentative d'assassination contre elle. C'est ce qu'il m'a dit, vraiment. Et vraiment, ils ont ciblé à l'autre œil et ils ont l'intention aussi. Malheureusement, ça encourage aussi d'autres criminels, d'autres officiers à commettre plusieurs crimes contre les militants, les journalistes et les syndicalistes ici au Sahara occidental. Alors, l'incitation à la haine aussi a refait surface dans certains médias marocains. L'État marocain encourage la criminalisation et la stigmatisation des victimes dans leurs médias, dans les blogs, dans les réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment, c'est grave. Elles ont assiégé toutes les villes. Il y a une surveillance constante contre les militants. Moi aussi, ça fait depuis la dernière rencontre, ils ont coupé l'électricité contre moi. Et ça c'est toujours fond, c'est pas seulement moi, mais avec des autres activistes. Alors, voilà, si le déploiement hier ou avant-hier aussi, parce qu'il y a des Sahraouis dans les réseaux sociaux, dans le monde virtuel, ont lancé un appel pour manifester, pour la solidarité avec Sultana Khaya et avec les victimes du site Compagnie qui ciblent les jeunes et la jeunesse sahraoui ici, les militants pro-Polisario. Alors, voilà, si déploiement partout, si tu marches par exemple à quelques mètres ici, tu trouves par exemple les policiers, les forces paramilitaires, les services d'intelligence, les services de renseignement généraux. Voilà, l'Aïoun, par exemple, c'est comme un grand caserne militaire. C'est vraiment. Voilà, donc nous vivons dans une atmosphère de terreur et voilà, personne ne peut par exemple marcher. Même les forces d'occupation, ils savent qu'il y a une tension ici et que tout le monde veut profiter n'importe quelle occasion pour sortir et pour manifester contre l'occupant marocain. Voilà. D'accord.
Hamza, tu as d'autres questions à poser à Mohamed? Bah, écoute, c'est assez intéressant, je pense, comme description. Et voilà, moi, je me demande, cette jeunesse sahraoui, est-ce qu'elle est, bon, elle est unie, mais dans quelle mesure elle peut se solidariser avec d'autres jeunesses africaines? Je pense que c'est aussi une question qui peut ramener vers nos camarades du Cameroun et du Togo. Quelles sont les modalités, par exemple, pour la jeunesse des autres territoires, des autres pays, de manifester sa solidarité avec la jeunesse sahraoui, par exemple. Oui, ça sera important. Il y a l'organisation de la jeunesse sahraoui, qui est organisée dans les camps de réfugiés. Oui, on a une perte de connexion là où Ils sont très nombreux à venir au Sahara occupé. Ils étaient, et ils se sont fait virer. Ils font partie des gros groupes qui ont été expulsés. Mais il y a eu beaucoup de gens qui sont venus au Sahara. Alors par contre, c'est plutôt les gens des campements, la jeunesse organisée des campements, qui fait des délégations en Afrique. Parce que, Mohamed, vous avez été aussi au Festival de la jeunesse en Afrique du Sud. Il y avait eu à l'époque Mariam Zafri, Hayat. J'ai raté cette occasion, ouais. T'as raté, toi, tu n'y as pas été. Ouais. Mais raconte un peu les délégations qu'ont fait les jeunes Sahraouis en Afrique. Oui, mais ce qu'il y a, Hamza t'a dit, c'est très important parce qu'on compte toujours sur nos frères et sœurs africains. Alors, si l'expérience des amis, on échange aussi l'expérience et on compte aussi sur les visites, comme vous avez dit, Michel. C'est très important aussi pour les visites, et aussi pour les réseaux sociaux, alors pour la sensibilisation, c'est très important. Et particulièrement, par exemple, le cas de Sultana Khaya, c'est très choquant. C'est très choquant. Si vous voyez, par exemple, les photos qui circulent dans les réseaux sociaux de Sultana, et une femme qui est vulnérable, qui a perdu son œil et qui souffre aussi, et qui n'a jamais cessé sa résistance. Ce qu'il m'a dit aussi, je vais vous rappeler aussi ce qu'il m'a dit parce que c'est très intéressant. Hier, disons que Sultana, par exemple, le CNDH, tu sais que le CNDH a publié un communiqué. Le CNDH, tu dis à nos amis ce que c'est que le CNDH. Le CNDH, c'est le Conseil national des droits de l'homme marocain. Dirigé, la présidente, c'est nommée par le roi. Nommé par le roi. Et la présidente actuelle, c'est une ancienne ambassadrice du Maroc auprès le royaume du Suède, la Suède. Oui. Alors voilà, c'est très connu aussi le Maroc. Alors que s'il faisait partie, je pense, du service aussi d'intelligence pour nous, les Sahraouis, on les accuse parce que nous savons auparavant que, selon une expérience avec eux, que ce soit l'instance équité et réconciliation et après le CNDH, que voilà, elle faisait partie du royaume. Des organes, oui, voilà, exactement. Alors, je disais que Sultana m'a évoqué, m'a dit que le CNDH, il a publié un communiqué dans lequel ils ont envoyé une dame sahraoui qui porte une melfa et qui est venue chez Sultana. Sultana, parce qu'il a perdu son œil le 13, il n'a plus voyé pour voir cette femme, ou bien identifier cette femme. Donc, il a vu une femme avec une melfa. Il croyait que c'était militante, comme toutes les militantes qui sont venues pour exprimer leur solidarité, etc. Et après, donc, ils ont publié un communiqué dans lequel, disons qu'ils ont fait un interview avec Sultana Khaya, dans laquelle elle prend sa parole. Elles peuvent intervenir pour satisfaire Sultana en attendant qu'il parle aussi de l'autre côté. Sultana, il a nié totalement, catégoriquement. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle parle de l'autre côté. Je n'ai pas compris.
L'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ont entendu Sultana Khaya, mais il faut entendre aussi le chef de police. Ah, d'accord, c'est ça l'autre côté. Peut-être qu'il a agressé la police. Oui, exactement. Voilà, parce qu'ils disent que tout ce que Sultana a donc filmé, etc., ce sont des allégations, voilà, sont dit. Alors, Sultana, il a publié un contre-communiqué. Donc, voilà. Il a dit nier toute relation, disant qu'il a été frappé, il a été attaqué. Il n'a jamais reconnu par les instances marocaines. Et le Maroc n'a pas la souveraineté ni le droit de l'administration du Sahara occidental. Et donc, c'est une occupation illégale, donc en général. Alors, je vois que Hamza vient de se reconnecter. Il avait perdu sa connexion. Oui. Je pense qu'il va rejoindre l'audio. Ah, d'accord. Mais je ne pense pas qu'il ait pu capter tout ce que tu as pu. Est-ce que tu peux aussi nous dire, alors c'est vrai que c'est autour de la jeunesse, mais moi je me souviens que certains jeunes parlaient des difficultés qu'ils avaient en tant que jeunes au niveau des questions de l'enseignement et des questions aussi du travail. Parce que bien souvent, je me souviens de Mariam Zafri qui m'avait témoigné qu'elle avait du mal à trouver des stages dans sa formation, que voilà, du fait qu'elle était connue comme une militante pro-indépendance, eh bien, elle ne trouvait pas de stage quand elle avait fait sa formation au niveau du travail dans l'administration, par exemple. Et toi, par rapport à la question des étudiants, est-ce que tu peux parler un petit peu de ces difficultés pour les étudiants, notamment qui ne peuvent plus maintenant faire des masters? Oui, il y a aussi certains départements qui sont privés pour les Sahraouis. Donc, par exemple, la médecine, les pilotes, etc. Voilà, les officiers aussi, même dans l'armée marocaine et dans la police. Donc, voilà, c'est très étrange aussi que le Maroc n'a fait jamais de confiance à des Sahraouis. Ils ont peut-être raison. Oui. Pour rentrer dans la police, oui, voilà, ça serait étrange alors, et pour moi, et pour, voilà. Donc, quoi, je ne trouve pas. Alors, aussi pour l'enseignement, comme vous connaissez, qu'il n'y a pas des universités aussi au Sahara occidental, ni des instituts. Il faut que vous voyagez à la plus proche ville, c'est Agadir, c'est plus de 700 km. Alors, c'est incroyable pour quelqu'un, pour convaincre, par exemple, quelqu'un que le Maroc veut le Sahara occidental et après 45 ans, 5 ans, il n'a jamais construire une université ou bien un institut, etc., etc. Et justement, jusqu'à maintenant, il parle aussi sur du développement prochain, c'est pas maintenant. En ce qui concerne aussi le travail, j'ai des amis aussi qui travaillent à côté avec l'équipe média, parce que je faisais partie dans l'équipe média qui est un collectif des journalistes sahraouis. Et puis aussi, on l'appelle aussi comme une organisation des droits de l'homme, parce qu'on travaille aussi sur le truc du droit de l'homme, sur les sujets, sur les rapports aussi. Et nous sommes toujours au contact avec les organisations internationales, et plus particulièrement avec les procédures des Nations Unies et le groupe de travail. Voilà. Nous avons des contacts avec des petits groupes des chômeurs sahraouis, un groupe qui s'appelle Al-Qassam. Donc, ce sont des jeunes, ce sont des diplômés, licenciés, mais ils n'ont pas le droit même de manifester. Donc, personne entre eux, même que les deux jeunes qui ont été arrêtés, ça fait 5 jours, Ghali Bouhalla et l'autre qui s'appelle Mohamed Nafa, ils faisaient partie de ce groupe-là. Ils sont licenciés et diplômés aussi. Alors, depuis qu'ils prennent leur diplôme, ils ont essayé de chercher un travail. Donc, ils sont privés, ils sont dans le blacklist, donc la liste noire des Marocains. Donc, les listes noires sont pleines.
c'est pas seulement pour les activistes ou bien les sympathisants ou bien les partisans sahraouis, mais aussi de tous les Sahraouis, parce que c'est une politique systématique. Depuis 2010, le Maroc n'a jamais recruté les Sahraouis, donc que les colons. Donc c'est une politique systématique depuis 2010, mais plus particulièrement en 2013. Parce que, Michel, vous connaissez que les journalistes, les observateurs ne peuvent plus visiter le territoire. Oui, C'est depuis définitivement… 2014. Depuis Oui, janvier 2014. Oui, voilà. Donc, voilà. Et c'est rare, tu trouves par exemple que des jeunes ou bien des observateurs qui sont venus, mais c'est d'une manière clandestine. Donc, ils viennent ici de notre manière. Voilà, on organise voilà, leur visite au Sahara occidental d'une manière clandestine. Alors, c'est ça. Mais je pense que ce que mon ami et mon camarade Hamzat, c'est très intéressant pour nous. Alors, pour nos frères et sœurs africains, il faut concentrer aussi sur notre continent, et sur consolider le panafricanisme ici, entre les Sahraouis et les militants aussi dans notre continent. Alors, c'est très intéressant parce que les Sahraouis, ils ratent aussi, ils souffrent aussi parce que le Maroc a éloigné, ou bien le monde arabe a éloigné les Sahraouis. Ça fait longtemps. Voilà. Et voilà, ils ont essayé aussi depuis 2017 pour faire l'Union africaine exploser. Donc, ils ont essayé aussi de distinguer, d'allumer le feu dans le continent africain après comme vous le savez. C'est un peu pour ça que on a fait cette rencontre avec les amis avec une amie du Cameroun et du Togo. Maintenant que tu as les contacts et avec Hamza, puisque Hamza il est avec sa plateforme Umoja, qui est une plateforme panafricaine. Ça c'est intéressant de parler parce que en fait c'est toute cette Afrique qui est victime du néocolonialisme, parce que le Cameroun et le Togo ils ont quand même hérité de dictatures installées par la France. Et la France au Sahara occidental, elle a une grande responsabilité, puisqu'elle soutient le Maroc. S'il n'y avait pas la France, le Maroc, il y a longtemps, qu'il n'aurait pas pu continuer à avoir de tels soutiens internationaux. Donc, quelque part, il y a des choses qui vous rapprochent, parce que cette Afrique qui est toujours dans un chaos d'insécurité, disons que voilà, le néocolonialisme, il est là, et vous avez encore le colonialisme. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui bougent maintenant, qui bougent dans leur pays, et si tu peux écouter l'émission, le début de l'émission, puisque tu as été privé de la fin de l'émission, mais le jeune rappeur du Togo expliquait bien le travail qu'il faisait pour essayer de mobiliser cette jeunesse qui n'est pas toujours très politisée. Donc, vous avez une jeunesse qui est politisée, mais qui est réprimée. Et eux, ils font, ces jeunes-là, des activités, ils ont une stratégie très intéressante pour mobiliser les jeunes. Et ce travail qu'ils font, et le travail d'Hamza avec sa plateforme est très intéressante. C'est pour ça que maintenant, vous pouvez être en lien à travers Internet, à travers les réseaux sociaux avec eux. Surtout que vous êtes quelques-uns à parler français ou anglais, puisqu'il y a aussi des anglophones parmi vous. Et voilà, donc à travers ces échanges. Mohamed. Oui. J'ai entendu sur RFI ces jours-ci que c'était un journaliste espagnol qui disait que finalement, il y avait beaucoup de ces jours-ci, enfin depuis quelques semaines, énormément de gens qui quittaient, à partir de Dakhla, qui quittaient l'Afrique pour aller aux Canaries. Et il disait que ce n'était pas étonnant, que c'était pour lui comme journaliste et que pour d'autres, une manière que le Maroc avait de faire pression sur l'Espagne
parce que naturellement les Canaries c'est en Espagne, et que l'Espagne ne veut absolument pas faire quitter les Canaries à tous ces migrants qui viennent là, mais que c'est une manière de faire pression pour que l'Espagne rejoigne le camp de Trump qui avait reconnu une souveraineté marocaine, alors que l'Espagne, qui est vraiment, elle fait un travail disons, on dirait de manière un peu triviale, faucheton, parce que c'est elle quand même qui a donné les clés au Maroc dans les accords de Madrid. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de toutes ces migrants dont il parlait qu'il y avait beaucoup de jeunes Marocains, il ne parlait même pas de Sahraouis, mais il parlait de Marocains et il parlait de subsahariens. Est-ce que vous, sur l'Aïoun, vous voyez cette fait migratoire qui serait en augmentation? Oui, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il a dit, parce que si vraiment je travaillais avec Ahmed Panji sur ce dossier-là, on a vu aussi beaucoup des amis, plutôt je parle aux Africains subsahariens, et aussi à des Marocains, parce qu'il y a des Marocains qui sont ici et qui trouvent aussi le contact avec, parce que le Maroc a facilité il a donné tous les moyens pour les passeurs. Donc, les passeurs, ils travaillent donc, publiquement. Ah oui, c'est public, il n'y a pas de problème. Ils se ne cachent jamais, vraiment, parce qu'à l'époque, voilà. Et maintenant, je pense qu'un ami qui m'a informé hier ou avant-hier, parce que on a l'intention d'écrire un rapport, bien un texte sur l'augmentation, bien de la croissance du nombre des bateaux qui sont partis, sont partis depuis l'année, depuis le début de l'année. Alors, il y a plusieurs des Marocains, il y a des bateaux qui sont tournés donc sur le sillon, il y a des gens qui sont morts, il y a des familles aussi, parce qu'on parle aussi pas seulement pour les individus, mais avec des familles. Des familles, des enfants, des femmes et des enfants. Aussi, des femmes et des enfants, et aussi avec des Africains aussi, des amis africains. Alors, si la situation, si c'est vrai, ce qu'il a dit, et donc c'est un moyen de faire pression sur l'Espagne pour changer sa position officielle. Oui. Parce qu'ils reçoivent de l'argent de Frontex quand même, le Maroc. Ils reçoivent beaucoup d'argent pour empêcher l'immigration. Et en fait, ils la favorisent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais il m'a lié aussi les amis africains, les frères africains ici. Moi, j'ai beaucoup d'amis ici. Je sais aussi comment sont les pauvres et comment ils ont émaillé par les Marocains, la discrimination des Marocains. Alors ici, donc, je vais parler sur ça dans mon texte aussi. Je le t'envoie. D'accord. Oui. Mohamed, est-ce que vous avez des difficultés à vous déplacer pour aller sur les autres villes, comme des fois vous faites, pour avoir des contacts entre vous, Smara, Boujdour? On comprend bien que Boujdour, il vous empêche d'y aller, mais pour aller sur Smara, pour aller sur… non, il y a des difficultés? Oui, je pense oui, parce que c'est une décision globale, c'est contre toutes les… Donc, les mouvements des activistes connus par les intelligences, ou bien par le service d'intelligence, ou bien les renseignements généraux. Alors, c'est vrai qu'ils font, hier ou avant-hier, ils ont aussi ciblé Ahmed Hamad. Ah oui. Ils ont l'arrêté, intimidé, et puis menacé. Donc, oui, mais enfin, ils l'ont relâché. Mais je pense que, oui, maintenant, il y a une campagne vraiment d'intimidation contre les Sahraouis. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est caché. Je ne sais pas, que les services marocains craignent une réaction des masses sahraouis, de la population. Ah oui. Et c'est vrai qu'ils croient qu'il faut empêcher toute réunion de plus de 100 Sahraouis. De communication, oui. Voilà, pour étoffer leur voix. Oui, c'est vrai. Alors, donc, on encercle toutes les maisons. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont attaqué une famille qui s'appelle… La famille, tu connais le Mjayed, Sidi Ahmed. Oui, bien sûr. La famille de sa sœur, elle organise
une manifestation, une petite manifestation dans la maison pour Oui, exprimer leur solidarité avec Mohamed Lamine Heddi, d'accord. qui est en grave Oui, de oui, faim. oui. Ils ont l'attaqué, donc ils frappaient, donc, je pense, 7 femmes ou bien 6 femmes. Parce que la plupart des victimes, croyez-moi que la plupart des victimes sont les femmes, alors. Ah oui, oui. Ben oui. Il faut dire qu'elles sont courageuses et qu'elles vont toujours au front. Ça, alors elles n'ont pas peur de la police. Hein. Le fait, Oui, Oui, mais justement, voilà, je parle aussi sur la culture, parce que c'est une culture au Maroc, c'est contre-culture au Sahara occidental et d'autres pays aussi. Mhm. Oui, Parce oui. que c'est un communiqué qui déteste les femmes, qui affaiblit, qui affaiblit les femmes, voilà, qui frappe les femmes, voilà. C'est pas contre aussi au Sahara occidental voilà, c'est, Ben, si elles restaient il frappe. tranquillement chez elles, ils ne seraient pas méchants avec eux, c'est parce qu'elles manifestent, c'est parce qu'elles résistent hein, qu'ils sont comme ça. Oui, oui, Ça oui. montre bien qu'il y a une résistance. Parce que Oui, oui, c'est vrai. Oui, contre des gens qui acceptent tout et qui seraient très contents de leur situation, ils n'iraient pas les tabasser comme ils font. C'est que ces femmes, elles sont des sacrées résistantes. Moi, elles m'ont impressionné. Hein. Elles m'ont oui, impressionné. Hein. Parce oui, qu'elles c'est n'avaient vrai. pas peur de la police. Hein. Et naturellement, Voilà, je suis avec vous, mais je pense que j'ai raté une grande partie de l'essentiel, mais je crois que les questions étaient posées. Hein. Je crois que la question des femmes a été abordée, puisque ça parlait de misogynie. La question des outils de communication aussi, je pense elle est très importante, notamment pour la jeunesse qui a besoin de communiquer, d'avoir accès à l'extérieur par les réseaux sociaux, d'autres outils. Puis peut-être effectivement la question de l'éducation. Donc comment cette jeunesse aujourd'hui s'éduque, se forme, comment, je dirais, oui, comment elle se forme politiquement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on avait vu dans les images qu'il y avait beaucoup de liens avec l'art, avec la poésie, avec l'oralité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être très intéressant de voir un peu comment cette jeunesse transmet dès les plus jeunes, hein, puisque ça commence très tôt le militantisme dans le cadre de la cause sahraoui. Donc comment en fait on maintient finalement des générations de militants debout. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à comparer à d'autres pays africains, où on a aussi cette problématique de renouveler, on va dire, la lutte générationnelle. Et je pense que là, l'expérience du cas sahraoui serait très intéressante à creuser et peut-être aussi à déployer sur d'autres terrains. Donc c'est un petit peu les éléments comme ça qui me venaient un peu à l'esprit en termes de réflexion, de questionnement. Voilà. Tout à l'heure, Mohamed, il a repris ce dont tu parlais, c'est-à-dire du rapport entre le jeune africain, d'avoir des contacts entre tous ces jeunes de différents pays. Lui, il a repris cette idée et son intérêt pour cette proposition d'avoir des rencontres et des échanges, justement parce que cette culture des jeunes qui vient aussi par les rencontres familiales. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre les générations et pour eux, c'est très, très important. Et les jeunes, alors, où il y en a qui abandonnent les études parce qu'ils sont dégoûtés d'être marginalisés, d'avoir des réflexions ou des attitudes désagréables de la part de professeurs marocains qui ne font pas bien leur travail, puis d'autres qui s'accrochent et qui réussissent bien dans les études. Ils réussissent si bien que les jeunes qui veulent faire des masters, quand ils ont fini l'université, qui veulent faire des masters à l'université, ils sont refusés en master. Et il y en avait qui allaient en Égypte, j'en ai vu qui m'ont dit qu'ils avaient été en Égypte faire des masters, et depuis, puisque les Sahraouis allaient passer des masters en Égypte, le Maroc ne reconnaît plus les masters égyptiens. Donc, comme ça, ils sont bloqués au niveau il y a un plafond de verre pour les études maintenant. Ce qui est un problème. Oui, en fait, c'est une stratégie pour contrôler les élites sahraouis, pour faire en sorte qu'elles ne puissent pas dépasser du cadre qui est assigné. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi effectivement dans le colonialisme classique français vis-à-vis des autres élites africaines. Donc, on a vraiment des mécanismes de reproduction, de domination, effectivement.
Bon. Bah, je crois que maintenant qu'il a les coordonnées que vous avez les uns les autres, les coordonnées entre vous, ça peut faire continuer ce type de contact en dehors c'est ça aussi l'intérêt de la semaine anticoloniale, c'est de faire des rencontres comme ça internationales et d'avoir aussi des gens du continent africain qui contactent directement et qui sont avec ce qui se passe en France. C'est ça au moins que cette session de la semaine anticoloniale qui était particulière puisqu'on n'a pas pu faire les rencontres et ce que l'on fait habituellement, eh bien on a trouvé le moyen de parler avec des gens sur d'autres continents, sur la Kanaki. Vous avez vu qu'il y a eu du nouveau avec en Kanaki maintenant, puisque les indépendantistes sont majoritaires au niveau du Congrès. Donc il y a des choses qu'on espère qui vont bouger et que ça va donner un espoir pour les Sahraouis aussi. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'est ça vraiment, c'est l'idée de montrer les différentes facettes d'une même lutte. Et le cas du Sahara occidental est extrêmement, extrêmement important pour la question même de l'unité africaine, d'un point de vue historique, politique, géopolitique. Et le relier avec le cas de la Kanaki montre aussi que les luttes avancent. Les luttes avancent et qu'il ne faut pas estimer qu'une défaite lors d'une bataille met fin, on va dire, à la lutte totale pour la décolonisation. Ouais, et Mohamed, cette forme d'intifada pacifique et de lutte pacifique, les jeunes continuent maintenant de croire et de rester dans cette dynamique pacifique malgré ce regain de répression. Est-ce qu'il y a des discussions ou est-ce que c'est quelque chose qui fait consensus chez les jeunes? Oui, bien sûr, ouais. Ça fait longtemps qu'il y a des jeunes qui, en fait, dans les camps des réfugiés, ils l'appellent, ils posent des questions, disant que pourquoi l'intifada ne sera pas armée. Oui. Donc voilà, il faut attaquer les forces d'occupation, il faut militariser l'intifada, etc. Mais je pense que la plupart des Sahraouis ici au territoire occupé ne sont pas d'accord. Donc ils veulent que, voilà, ils veulent que l'intifada reste calme parce que le bénéficiant sera le Maroc. Parce que le Maroc, qu'il a essayé de toucher la répétition de la résistance sahraoui, que ce soit dans le camp des réfugiés, il n'a jamais été dans certaines idéologies ou bien certains, par exemple, droits, religion, etc., etc. Alors c'est une résistance légale. Ouais. D'accord. Alors, une résistance. Alors, je rappelle aussi que les services de renseignement généraux, ils ont contacté des Sahraouis pour recruter des Sahraouis pour attaquer les sièges de la MINURSO. Ah oui? Oui. La mission des Nations Unies, oui. Oui, en 2010, le cas de Mohamed Dihani et des autres. Il y a des Sahraouis qui ont été arrêtés pour recruter, de faire donc des explosions contre les MINURSO. Et pour toucher, comme j'avais dit, la répétition de la résistance sahraoui. Donc c'est pour ça que la plupart, ou bien la majorité, mais que ce sont fâchés. Et ça fait longtemps que le Maroc n'a jamais, donc ça fait 3 décennies, alors on parle aussi à une occupation brutale qui n'a aucun sens d'humanité contre les civils et qui essaye le plus que possible pour renforcer son occupation, etc., 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 que ce soit contre les crimes qu'il a commis contre les citoyens ou bien contre aussi les ressources naturelles. Alors, ils ne sont pas d'accord. Donc, les jeunes qui sont ici sont d'accord avec une résistance pacifique. Mais il y a d'autres jeunes aussi disant que cette intifada n'a pas de résultat.
Parce qu'on arrive, par exemple, la dénonciation dans tous les organismes internationaux, dans les mécanismes des Nations Unies, dans les groupes de travail, par exemple, etc., etc. Il y a seulement des dénonciations et que le Maroc n'a jamais donné, bien réagi positivement avec les recommandations de toutes ces organisations. Alors, il Parce faut qu'il n'y a pas de bouger. sanction. Voilà, exactement. Alors, il faut bouger. Mais aussi, on parle aussi à une guerre. Alors, le Polisario a les moyens pour attaquer le Maroc. Pour attaquer le Maroc. Alors, donc, en attendant, donc, comme ils disent que c'est une guerre très, très longue. Depuis la premier jour, le 13 novembre. C'est ce que le Polisario a dit, que c'est une guerre très longue. C'est pas, voilà, il n'y a pas comme on dit, Rosnama, c'est-à-dire un temps pour cette guerre. Il faut être patient, il faut rester calme, il faut résister dans toutes les champs, c'est-à-dire dans le droit de l'homme, dans le champ des ressources naturelles, dans les champs aussi de l'intifada, par exemple, de la résistance civile, etc. Là. C'est ça. Voilà. Oui, ben c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile de parler de militarisation de l'intifada pour moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais pour que les auditeurs comprennent bien, le cessez-le-feu concernait l'armée sahraoui et l'armée marocaine, mais ne concernait pas les civils. Hein, c'est ça. Il y avait cette guerre qui a été arrêtée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la guerre avait commencé contre le Maroc en 75 quand le Maroc a envahi le Sahara occidental et que c'était en 1991 qu'il y a eu un plan de paix. On a même entendu, mais comment il s'appelle, le gars de l'Iris là, qui a fait un truc, c'est incroyable comment ces gens qui se disent des historiens arrivent à falsifier la réalité. Dans cette vidéo que l'on a vue, on le voit qui dit que c'est Hassan II qui a proposé un référendum. Non mais attends, c'est incroyable de réécrire l'histoire. C'était un plan de paix de l'ONU et de l'OUA qui a été accepté par les deux parties, c'est-à-dire la partie du Maroc et le Front Polisario. Mais c'est jamais Hassan II qui a proposé un référendum. Il a tout fait pour pas qu'il ait lieu. Et ça, la preuve, c'est que ça continue encore. Mais c'est incroyable comment cette intelligentsia française, elle peut mentir, même vraiment des mensonges dans cette interview. J'ai perdu son nom là tout d'un coup. Mais et ça, c'était effectivement, la guerre maintenant a repris, alors qu'il y avait eu quand même un cessez-le-feu de 1991 jusqu'à 2020, quoi. Donc, c'est les mensonges vraiment de l'information en France, c'est terrible ce qui se passe. Bon, ben on attend d'autres nouvelles de toi par courrier, par la messagerie Internet et autres. Oui. Hamza, tu vois d'autres choses à aborder? Alors, j'imagine que le tour a été un peu fait, on va dire, pour la présentation. Et je crois que le plus intéressant, c'est les connexions qui vont suivre. Qui vont se mettre en place par la suite. Donc, je pense que l'essentiel a été fait. Puis vraiment, Mohamed, on admire la persévérance, la résistance, l'organisation. Je pense que c'est très important de tenir sur des convictions et puis effectivement c'est une question de temps. On est dans des stratégies d'influence, dans des stratégies d'usure, dans des stratégies d'endoctrinement aussi d'une certaine manière, qui nécessite effectivement de résister et puis de voir là où il y a des opportunités, là où il y a des choses qui avancent et de faire la connexion avec. Donc je pense que tes propos ont été assez clairs et précis. Donc moi j'ai pas trop de choses à rajouter. Donc je vais te laisser la main, Michel, pour
Oui. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est que je te mette en relation avec le jeune qui est responsable des questions de relations internationales dans les camps de réfugiés, parce que lui, il peut beaucoup plus. Enfin, en ce moment, avec le Covid, il ne bouge pas. Mais disons qu'en temps normal, il se déplace pas mal et puis qu'il peut communiquer de toute façon en ce moment par Internet. Alors lui, il est plutôt anglophone. Il parle un peu français, mais il est plutôt anglophone. On va le contacter pour le mettre en relation avec la plateforme Umoja. Je pense que ça sera intéressant d'échanger aussi, parce que c'est une autre situation que cette jeunesse qui a grandi, qui est née et qui est toujours dans les camps de réfugiés et qui n'a jamais vu son pays, parce que ces jeunes adultes, c'est aussi extrêmement difficile à vivre, je pense, par rapport aux perspectives. Quand on est en camp de réfugiés, on n'a pas la répression, bien sûr, mais ce n'est pas facile d'avoir une perspective de vie, surtout que le responsable de cette situation, il est loin d'eux. Pour un jeune Sahraoui en territoire occupé, ils savent où est le responsable de la situation, ils l'ont face à eux. Mais dans les camps de réfugiés, c'est loin et c'est des fois aussi difficile à vivre pour des jeunes par rapport à leur avenir, quoi.